Alors, les moteurs de recherche, c'est quelque chose que vous utilisez sûrement tous les jours. Vous voyez, j'ai fait ça exprès sur la page d'Hacker pour vous montrer que vous voyez ça partout maintenant, et donc ça paraît tellement naturel. Et donc la question, c'était comment on faisait avant. Donc il y a plein de trucs où on oublie, mais comment on faisait avant la voiture, le téléphone, les PDA communicants. Alors c'est pas pareil ça, l'iPhone et le téléphone, c'est pas pareil, il y a un écran. Ça change complètement, radicalement tout. Et en plus, comme disait Gérard, c'est un ordinateur. Donc il y a de l'intelligence réseau à l'intérieur. Et puis, comment on faisait avant les moteurs de recherche. Alors l'ensemble de ces choses-là, ça devrait quand même vous interpeller. Ça a aboli les distances, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Il y a une notion de réseau, téléphone. Et il y a une notion de distance. Et les moteurs de recherche, ça abolit les distances entre vous et puis l'information que vous cherchez. Avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux aujourd'hui, ça abolit aussi la distance entre vous et d'autres gens. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un exemple récent lors d'une sauterie d'un entrepreneur qui venait de vendre sa société, qui avait des tas d'actionnaires historiques, et pour vendre la société à l'acheteur qui voulait un seul vendeur, il était obligé de racheter les parts aux vieux actionnaires historiques. Il a utilisé Facebook pour trouver les derniers récalcitrants qui avaient disparu des livres de compte de la société. Donc, c'est comment on faisait avant, on ne savait pas faire, là, justement. Alors, les moteurs de recherche, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement simple, puisque c'est comme les voitures, il suffit de mettre le contact, d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, de passer une vitesse, et puis d'aller acheter son pain, et tout le monde fait ça tous les matins. Et c'est à la fois extrêmement compliqué. Et de même qu'on a du mal à faire comprendre aux gens disons, qui pensent que l'informatique, c'est limité à Windows et à Word, on a du mal à faire comprendre qu'un moteur de recherche, c'est autre chose que quand je pose la question, j'ai le petit bonhomme dans la boîte qui cherche vite la réponse et qui me l'attend, comme dans Is No Good, et l'ordinateur magique pour les gens qui connaissent leur classique. Alors, ça a commencé extrêmement simplement. En gros, à l'été 95, par un projet de recherche, un summer project, comme on dit, chez Digital Equipment, par deux personnes, Louis Monnier et Mike Burrows. Louis Monnier, un Français. Et ça ressemblait un peu aux fusées amateurs qu'on fait dans les clubs, vous savez, on allume l'allumette et ça part, quoi. Voilà. Et à l'époque, ça indexait 100 millions de pages, 95, le web 93, donc ça faisait 2 ans, on avait créé 100 millions de pages en gros, et ça tenait sur une seule grosse machine, une machine qui coûtait $1 million, qui était une fois et demie haute comme moi, 1 mètre de section carrée, qui servait de sèche-cheveux quand on passait devant, parce que ça faisait beaucoup de bruit, une alimentation qui était aussi grosse que mon poignet, voilà. Mais ça tenait sur une machine, grosse machine. Mais c'était fondamentalement 2 mois de boulot pour 2 mecs vraiment extrêmement malins. Et ça faisait exactement ce que ça fait aujourd'hui, enfin, un peu ou prou. Alors pourquoi ça serait devenu beaucoup plus compliqué ? C'est devenu beaucoup plus compliqué, et aujourd'hui ça ressemble plutôt à des Ariane 5 au décollage que des fusées de clubs amateurs. Pour quelle raison ? Il y a quelque chose de très simple à comprendre. Aujourd'hui on n'est pas à 100 millions de pages, mais plutôt à 100 milliards de pages. Alors des moteurs comme Google en ont 25 milliards, mais ils en ramassent avant d'en choisir les bonnes 25 milliards, facilement 100 milliards. D'autres moteurs en ont un peu moins, Exalid en a 8 milliards, mais on a franchi 3 ordres de grandeur. Et 3 ordres de grandeur, ça fait jamais que 3 zéros de plus. Enfin, si je prends un amphi comme ça et j'en veux 1000, je vais couvrir le 5e arrondissement. Vous voyez ? Donc, c'est pas exactement pareil. Donc, au lieu d'avoir une seule grosse machine sur laquelle tout ça tenait, on a plein, des milliers de plus petites machines qui coopèrent entre elles, qui font des choses, etc. Donc on a été obligé d'en mettre 1000 fois plus, de le répartir sur plein de trucs et de faire parler tout ça ensemble. Donc c'est devenu de l'industrie extrêmement lourde, au même titre de faire un soft de navette spatiale, un protocole de télécommunication, etc. C'est de l'industrie extrêmement lourde, sans compter de la lourdeur physique du truc. Et puis ça, évidemment, il y a plein de choses nouvelles comme le multilinguisme. Avant c'était américano-américain, maintenant ça parle chinois, ça parle japonais, ça parle arabe, etc. C'est multimédia. Le fameux programme Quero dont on parle depuis 3 ans a été enfin approuvé par la Commission européenne. On va pouvoir s'atteler à essayer de comprendre le multimédia, c'est-à-dire par exemple dans une vidéo, essayer de tronçonner en différentes scènes, essayer de prendre la bande son, de la transformer en texte et d'indexer les mots qu'on va reconnaître.
On va pouvoir, par exemple, prendre des images, essayer de les classifier, dire ça c'est un parapluie, ça c'est un chat, c'est une ambiance plutôt détendue. On va prendre de la musique avec l'IRCAM, on va s'amuser à essayer de savoir si c'est une tonalité plutôt jazz, plutôt électro, est-ce qu'il y a des cuivres, est-ce qu'il n'y a pas de cuivre, etc. Voilà. C'est ça les enjeux des moteurs de recherche demain. Donc évidemment, on est très loin de la petite fusée de club amateur. Alors, un moteur de recherche, il faut bien comprendre que c'est gros. C'est gros. Alors, gros, vous voyez, ça c'est des racks avec des machines partout, et il y en a à l'infini comme ça. Nous, on a 300 machines aujourd'hui. Dans notre data center, on a 2 data centers, on a 300 gros serveurs. Ce n'est pas des petites machines comme ça, quand même, c'est des gros serveurs qui coûtent 30 000 € chacune. On a à peu près un demi-pétaoctet de données en ligne. Alors, un pétaoctet, c'est 1000 téraoctets. Un téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. D'accord ? Après péta, il y a hexa, et hexalid, ça s'appelle précisément à cause de ça. Donc, vous voyez, on est modeste. Google, c'est 10 puissance 100. Nous, on est à 10 puissance 18. Bon, ça, on est quand même modeste. Mais ça arrive. Ça arrive. On est dans les pétaoctets. Et 300 serveurs de cette taille-là, avec un pétaoctet de données en ligne, c'est à peu près ce qu'il faut pour, on me dit d'accélérer, je prends mon temps en général, c'est à peu près ce qu'il faut pour simuler la force de frappe nucléaire française. Hein, c'est le même type d'application. Donc ce type d'application, c'est parmi les plus grosses applications en France. Alors je me suis livré à une petite... ah oui, il faut que j'accélère effectivement. Je me suis livré à une petite comparaison physique. En supposant qu'une page web, ce soit une page A4, hein, alors on peut jouer sur le grammage, donc tous les chiffres sont forcément justes, puisqu'il suffit d'adapter le grammage pour qu'ils le deviennent. Mais mettons que 100 feuilles, ça pèse 100 grammes et ça fasse 1 cm d'épaisseur. 10 milliards de pages, ça m'arrangeait plus que 100 milliards, vous allez voir pourquoi. Mais 10 milliards de pages, ça fait 1000 km de hauteur et ça pèse 10 000 tonnes. Et 10 000 tonnes, coup de chance, c'est le poids de la tour Eiffel. Donc en gros, un moteur de recherche, c'est une tour Eiffel de la hauteur de la France. Alors tout ce que vous faisiez sur une petite fusée qui faisait 1 mètre de haut, vous allez vouloir manipuler une tour Eiffel de la hauteur de la France. Et là, c'est vachement plus dur. Donc partout où il va se passer des trucs dans ce que je vais vous raconter, vous allez voir la tour Eiffel qui apparaît. Alors, les ordres de grandeur de Google, personne ne sait, c'est des infos confidentielles, mais on parle de quelques centaines de milliers de serveurs, 500 000, 1 million de serveurs. Google installe ses centrales nucléaires, installe ses centres de calcul près des centrales nucléaires, pour 2 raisons. D'abord, il faut de l'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires, il faut l'électricité pour les centres de calcul en question, et il faut aussi de l'eau pour refroidir les centres de calcul en question. Donc on refroidit le producteur d'électricité et on refroidit le consommateur d'électricité. Et on met tout ça à côté pour éviter les déperditions. Et alors, comme l'a dit Gérard, personne ne l'a vraiment vu venir. Alors, j'ai une anecdote perfide. Louis, si tu nous regardes, Louis Monnier, l'inventeur d'AltaVista, à l'époque où je travaillais avec lui aux États-Unis, j'ai vu un truc qui s'appelait Google. À l'époque, c'était encore à Stanford. Et ils avaient inventé un truc vraiment bien qui était de classer les pages qui répondaient aux recherches dans le bon ordre, en gros, pour résumer. Le bon ordre étant celui qui surprend le moins. On y reviendra. Et je lui ai dit, il faut que tu achètes ces mecs-là. Il m'a dit, c'est trop tard, AltaVista a gagné la guerre. Bon, on connaît la suite. Alors, c'est quoi le web ? Le web, pour vous, c'est ça, j'imagine. Hein, c'est des pages avec des trucs bleus sur lesquels on peut cliquer. Bon, alors si on regarde un peu plus loin, les trucs sur lesquels on peut cliquer, que j'ai entouré en rouge, et que je les mets en 3D pour vous faire comprendre un peu mieux, ça ressemble à ça. D'accord ? Il y a d'autres pages, et quand on clique, on va sur d'autres pages, et d'autres pages, et d'autres pages, et d'autres pages, etc. C'est une sorte de bobine qu'on déroule comme ça. Alors, si j'oublie maintenant le monde physique, et je reviens dans un monde un peu plus virtuel, j'ai mis P pour page 0, page 1, page 2, page 3, et puis en fait, ça continue. J'ai encore d'autres pages qui sortent, etc. Donc en fait, c'est quoi le web ? C'est un graphe orienté, parce qu'il y a des flèches sur les traits qui relient les ronds. D'accord ? Donc le graphe, c'est une structure de données en informatique absolument fondamentale. Il y a des gens qui passent leur vie à n'étudier que ça. C'est l'algorithme extrêmement compliqué. Et le graphe, d'ailleurs, dans la structure de l'univers des théories les plus récentes, comme la gravité quantique à boucles, ça serait même la texture infime de l'univers, figurez-vous. Donc c'est vraiment des structures extrêmement fondamentales. Sauf que c'est un graphe qui est quand même très particulier. Il y a des gens qui ont montré en 2000, notamment André Broder, qui était aussi à l'époque chez Digital, que c'est un graphe en forme de nœud papillon. Alors ça veut dire quoi, un nœud papillon ? Ça veut dire qu'en gros, il y a 3 zones dans le web. Il y a la zone centrale, avec des flèches, dans laquelle on peut montrer qu'en gros, si je vous donne 2 pages, n'importe lesquelles, dans cette zone-là, et que vous cliquez sur les bons liens, vous allez pouvoir toujours aller de l'une à l'autre. Et alors,
évidemment, le théorème ne dit pas comment le faire, mais moi, je vous donne une piste. Vous essayez d'aller sur la gare de triage, mettons Yahoo, vous démerdez pour venir sur un portail, et ensuite, vous redescendez pour aller sur la page. C'est pour ça que ça marche, en gros, parce qu'il y a des gros centres nerveux au centre de l'Internet. Alors, j'ai pris Yahoo dans tout mon exposé, mais on pourrait remplacer ça par n'importe quel portail, qui est une grande collection de pointeurs vers des sites web classés thématiquement. Et ensuite, dans cette espèce de grand centre, on peut sortir vers des pages. Par exemple, la page de Madame Michu, excusez-moi, c'est la terminologie qui est déposée au pavillon des poids et mesures des informaticiens. Madame Michu, elle va faire sa page, et puis comme elle ne connaît personne, elle va mettre des liens vers rien. Bon, alors ça, c'est le bout, là. Et puis, à l'inverse, Madame Michu, elle peut aussi créer sa page, et puis comme elle ne connaît pas les techniques de référencement, elle va s'occuper de sa notoriété pas du tout. Et donc, personne ne va connaître sa page, et personne ne va pointer dessus, elle va être toute seule dans son coin, donc elle va être dans cette zone-là du nœud papillon. Elle va donc être complètement inaccessible aux moteurs de recherche. Pourquoi ? Parce que les moteurs de recherche, en fait, le web, si on prend de l'altitude et qu'on regarde d'en haut, ça ressemble à un graphe comme ça. C'est un paquet de nouilles, en gros, pour simplifier. C'est un paquet de nouilles dans lequel, au milieu, il y a des espèces de centres nerveux là, qui vous conduisent vers tout si vous suivez les fils. Et donc, en fait, vu de la Lune, cette fois-ci, le web, c'est une sorte de flaque d'eau. Et donc, il suffit de laisser tomber une goutte d'eau en son centre pour que se propage sur l'ensemble de la zone centrale et à droite du web, la zone qui était en rouge foncé, finalement, en cliquant. On va passer sur tous les sites web si on fait ça. Et donc, on appelle ça, la moisson du web, on appelle ça le crawl. Le crawl parce qu'on nage dans un océan d'informations. Alors, pour tous les gens qui nous écoutent et les internautes, je ne veux plus jamais entendre ça. Ce n'est pas le scroll, c'est pas parce que c'est le crawl, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc maintenant, plus personne n'a le droit d'utiliser le mot scroll à la place du mot crawl. Alors, comment ça marche ? En gros, alors, les moteurs de recherche, j'ai dit, c'est simple comme chou. Normalement, il y a des travaux pratiques, on ne vous a pas dit, non, Gérard vous a pas dit, il y a un travaux pratique à la fin, il y a une demi-heure, vos données ordinateur, tous, vous allez faire un petit moteur de recherche. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez toutes les recettes pour le faire, là, à la sortie. Mais c'est quand même très compliqué, parce que vous allez le faire sur votre petite bloc de 100 feuilles de format A4. Quand je vous dis de le faire sur la tour Eiffel, vous allez voir, c'est vachement plus dur. J'accélère. Donc, on prend Yahoo, et on demande un numéro. Alors, numéroter tous les trucs, c'est un truc qui a l'air simple et qui est vachement compliqué. Et puis, ici, j'ai la poste. On ne s'est pas concerté, mais il y a le guichet de la poste. Et donc, premier client. Premier client, c'est Yahoo. Et le premier client, on lui demande, c'est quoi les liens vers lesquels vous pointez ? Alors, il les donne. On dit, vous, à la fin. Donc, ils prennent la file d'attente comme tout le monde. Et puis, une fois que c'est fini, le premier client, il est servi. Qu'est-ce qu'on fait ? On le met dans le hangar. Il est stocké. Donc, en fait, la première chose qu'on fait quand on fait un moteur de recherche, c'est qu'on part du centre du web, en gros, pour résumer. On parcourt le web dans ce qu'on appelle en largeur d'abord. On essaie d'être équitable, d'aller voir tout le monde petit à petit, fil en aiguille. Et puis, on remplit un grand hangar avec toutes les pages qu'on a faites. Et on les a numérotées dans un ordre. Très important. Et puis, on continue. Client suivant, et c'est reparti, etc. Alors, maintenant qu'on a notre hangar qui est plein de pages, qu'est-ce qu'on fait ? On a des pages. Alors, la première page, c'est Ma vache est folle. La deuxième page, c'est La vache folle prit la tangente, par exemple. Et puis, Anne-Lise est folle. J'ai rien contre les Anne-Lise, mais il se trouvait que c'était pratique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend et puis on numérote les mots. Ma vache, premier mot. Vache, 2, 3, 4, 5, vache. Ah, vache, j'ai déjà vu. C'est pas un nouveau numéro, c'est un ancien numéro. Donc, 2, folle aussi, pris, la, Anne, Lise et folle. Voilà. Donc, j'ai 8 mots dans mes 3 pages. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ? J'ai créé un dictionnaire avec tous les mots et chacun a un numéro. Quand le monde devient digital, pour reprendre le cours de Gérard Berry, on met des nombres, c'est comme ça. Donc, j'ai mis des nombres sur les pages web, j'ai mis des nombres sur les mots. Donc, j'ai un grand tableau avec des pages et des numéros. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je reprends les pages, une par une, et puis je dis, voilà, ici, dans la page numéro 0, j'ai le mot ma à la position 0, le mot vache à la position 1, le mot et à la position 2, le mot folle à la position 3. Je passe à la page suivante. Cette fois-ci, j'ai la vache folle pris là. Et ici, j'ai Anne, Lise et folle. Je fais ma cuisine.
Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je pose des questions à un moteur de recherche, ce n'est pas comme ça que je raisonne, moi. J'utilise des mots. Par exemple, je vais faire la recherche vache. Ce qui m'intéresse, c'est tout de suite de dire, eh bien, regardez, il y a 2 résultats à la position 1 de la page 0 et à la position 1 de la page 1. Donc, d'un point de vue de mathématicien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre mon truc, là, il faut le transposer. C'est une transposée de matrice. Alors, tout informaticien qui se respecte va vous dire, transposer une matrice, ça va être mort de rire. Bonjour la difficulté. D'accord, mais aller transposer la tour Eiffel, paire de manches. Il va falloir faire un peu de muscu avant. Donc, c'est algorithmiquement, ça a l'air simple, vous allez voir que ça ne l'est pas, d'une part, et d'autre part, c'est gros. Donc, transposer une grosse matrice, c'est compliqué. Donc, vous allez voir quelque chose, maintenant, que peu de gens connaissent. J'ai parlé de ça chez moi, chez Exaïd, et même les gens ne connaissaient pas ça chez moi, donc c'est rigolo. C'est ce qu'on appelle les listes inversées. Alors, ça va s'appeler les listes transposées, mais comme on est des informaticiens, on ne fait rien comme tout le monde, on appelle ça liste inversée. Donc, j'ai pris ma liste, j'oublie la décoration, et je me ramène à des chiffres. J'ai un nouveau mot, univers, qui pointe vers des pages, la numéro 47, 52, 70, 72 et 91. Alors, ce qu'on constate, quand on crawl le web, c'est que souvent, on crawl le web dans des petites zones homogènes. J'arrive sur un site qui parle de Jean-Paul Sartre, je vais avoir plein de pages avec le qui vont rentrer dans mon crawler, qui vont parler de Jean-Paul Sartre. Et donc, le mot Sartre, il y a une vraie localité. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me rendre compte que, finalement, dans ces listes-là, qui sont des listes qui sont classées en nombre croissant, il peut être plus malin finalement, de coder la différence des numéros. Et ça, pourquoi? Parce que du coup, vous voyez que si on fait ça, on a des numéros ici qui sont statistiquement beaucoup plus petits que celui-là. Alors, le premier, on ne peut pas parce que 47 moins 0, ça fait 47. Mais les autres, ils sont statistiquement plus petits. Et comme on a des numéros souvent qui se suivent, statistiquement, on va avoir plein de petits numéros. Donc, si on regarde cette fois-ci la distribution des numéros, elle va être très fortement biaisée vers les très petits numéros. Et puis, les grands numéros, il va forcément y en avoir, mais il y en aura statistiquement moins. Donc, on va recoder cette liste de différences ici, en utilisant un code qui n'est pas de taille fixe, 32 bits par exemple pour les adresses IP, c'est toujours la même taille. Parce qu'il y a 2 inconvénients. Premièrement, on ne peut pas aller plus grand que 4 milliards. Donc, si vous avez 6 milliards de pages, vous êtes foutu. Et puis, deuxièmement, ça prend 4 octets, 32 bits, même si vous voulez stocker le nombre 1. Donc, on fait un code dit de longueur variable. Alors, il y en a plein de codes en longueur variable. Je vous ai pris le plus simple. Un code où je mets autant de zéros que le nombre en question et je finis par 1. Donc, 47, c'est 0, 0, 0, 0, 47 fois, suivi de 1. 5, alors là, évidemment, le premier nom, je ne peux rien y faire. Il sera grand, il sera toujours grand. 5, c'est 0, 0, 0, 1, etc., etc. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me retrouve finalement avec une liste inversée qui ressemble à ça. C'est une suite de 0 et de 1. Il n'y a pas de séparateur. Enfin, si, en l'occurrence, ici, dans ce code-là particulier, il y a un séparateur, c'est le nombre 1. Mais dans des codes plus compliqués, qui sont plus compacts encore, qui utilisent des hypothèses sur la distribution qui sont différentes, on n'a plus du tout cette simplicité. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut défaire à l'envers tout ce que je viens de vous dire. C'est facile. Ça, je compte le nombre de zéros, je refais un nombre, puis après je rajoute le suivant, etc. C'est extrêmement facile à faire. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a numérisé notre problème, effectivement. On est en plein dans le monde qui devient numérique. Sauf que les machines, les 0 et les 1, vous savez bien qu'elles les traitent par paquets. Donc, en fait, on va recouper maintenant notre séquence qui est à géométrie complètement variable. On va essayer de la faire re-rentrer dans des cases. Donc, on coupe un octet. Et puis, comme les octets, aujourd'hui, c'est plus d'actualité, c'est plutôt des mots de 32 bits, voire de 64 bits, eh bien, on va encore regrouper ça en plus gros. Et finalement, une liste inversée, c'est-à-dire ce que stocke vraiment un vrai moteur de recherche, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ça, c'est un nombre de 32 bits. Alors, alors évidemment, là, vous avez un nombre de sciences absolument incalculable. Par exemple, ces listes-là, elles sont d'accès linéaire. Si je veux savoir si le mot machin est à tel endroit, je suis obligé de passer partout. On peut faire des structures en mode aléatoire. Oublions maintenant le stockage et regardons comment ça marche quand vous posez une vraie question. Donc, je vais poser la question vache folle avec des guillemets. Quand vous posez une question avec des guillemets, c'est je veux le mot vache et le mot folle dans la page, mais je les veux ensuite juste à la suite l'un de l'autre. Je ne les veux pas n'importe comment. Donc ici, il y a 2 documents qui contiennent vache et folle. Le premier, qui était ma vache est folle, donc ça ne répond pas à la question. La deuxième, qui était la vache folle pris la tangente. Et la troisième, Anise est folle, qui ne contient pas le mot vache, mais le mot folle.
Donc, on y va. Donc, on prend la liste inversée pour vache, la liste inversée pour folle, et puis on passe en série toutes les concordances qu'on trouve. Donc ici, page 0, j'ai vache et folle. Sauf que j'ai vache à la position 1 et folle à la position 3. Bad luck, ça ne marche pas. Pas trouvé. On continue. Cette fois-ci, j'ai vache à la position 1, folle à la position 2. Je suis super content, j'ai trouvé. Donc le moteur va dire, youpi, page numéro 1, vache folle. C'est comme ça que ça marche. Alors, et puis sur le 3, évidemment, on ne va pas trouver, puisqu'il n'y a pas de correspondance en haut. Alors, on a résolu une partie du problème. Ça, c'est le problème que résolvait AltaVista. C'est je trouve les bons résultats qui répondent à la question. Le problème qu'a résolu Google, c'est je trouve les bons résultats et je vous les présente dans le bon ordre. Ce qui n'est pas bête, parce que quand il y en a beaucoup, tant qu'à faire, autant lire les 10 premiers seulement. Donc, comment ça marche? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une recette qui est 1. Secrète, 2. Très compliquée, et 3. Avec beaucoup d'ingrédients. Et de toute façon, même sous la torture, avec du pain total, etc., je ne pourrais pas vous la dire parce que je ne la connais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques ingrédients bien connus quand même, qui sont la proximité des termes. Si j'ai vache au début du document et folle à la fin, c'est probablement un document moins intéressant que vache et folle à une distance de 1, de 2 ou de 3. Ça, quand même, on est raisonnablement sûr de ça. Si vache folle, ça apparaît partout dans le document, c'est probablement plus intéressant que si j'ai une fois vache et folle mentionnées dans le document. Et puis, vous avez tous entendu parler de l'estimation de la popularité d'une page. Et la popularité d'une page, on va y revenir. Mais en gros, c'est quoi? C'est les chances que vous avez de tomber sur cette page en partant de Yahoo et en cliquant au hasard. Vous mettez une horde, là, je vous mets tous là sur Yahoo, devant, et vous mettez à cliquer frénétiquement n'importe comment sur les liens, puis à la fin de la journée, on va compter, on va aller au résultat. La page de Madame Michu, vous ne serez sûrement pas beaucoup arrivé dessus. Par contre, Google, vous serez tous arrivés dessus, forcément. D'accord ? Donc c'est ça, la popularité. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la popularité de l'offre d'information. Ce n'est pas la popularité de la demande d'information. C'est la popularité de l'offre au sens de sa analyse, ce qui est écrit sur le web. Parce que les gens cherchent sur le web. On confond souvent les deux choses. Et donc, évidemment, il y a des gens qui s'amusent à... Alors, comment ça se calcule? On va revenir, mais il y a des gens qui s'amusent à biaiser ces algorithmes, c'est-à-dire essayer de changer l'offre pour que les résultats soient biaisés. Et il y a un exemple fameux, ça s'appelle le Google bombing. On essaie de faire exploser une bombe à la tête de Google. Et comment on fait? On manipule les liens sur Internet. On crée des liens, des faux liens. Il y a des gens qui ont fait une campagne à l'époque de la guerre en Irak pour dénoncer la guerre en Irak et l'administration Bush, et qui ont créé plein de liens marqués « miserable failure », donc échec misérable, et qui pointaient tous vers la page de la Maison-Blanche. Et donc, pendant toute une période sur Google, vous tapiez « miserable failure » et vous arriviez sur la page de la Maison-Blanche. Donc, ça se manipule. Et donc, les moteurs de recherche passent leur vie à essayer de faire des contre-mesures pour détecter ce genre de manipulation-là, qui peuvent être pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques. Alors, le fameux algorithme PageRank dont tout le monde parle, c'est quoi? En gros, le graphe du web, on en a vu, c'est un graphe orienté. On va dire que ça, c'est Yahoo. Je lui mets le score 1. Probabilité qu'on tombe sur Yahoo, 1. On est sûr. Puis tous les autres, je leur mets 0. D'accord? Et puis ensuite, vous voyez bien qu'il y a des liens plus forts entre Yahoo et Google qu'il y en a entre Yahoo et Madame Michu. Hein, parce qu'elle est au fin fond de l'arborescence, là-bas, classée quelque part. Donc, on va propager la popularité 1 de Yahoo sur les autres, et en fonction de la taille de la flèche et de la taille de l'endroit où on revient, on va changer la taille des boîtes. Et on itère, et on continue, on normalise pour que ça ressemble vaguement à des probabilités quand même. Et à la fin, on arrive avec des nœuds qui sont de tailles différentes, c'est ça qu'on appelle la popularité. Donc c'est un calcul de points fixes. Les matheux voient ça plutôt comme un calcul de valeur propre, mais tout ça c'est pareil. Hein. Et c'est un calcul de points fixes qui se calcule très vite, sauf que un calcul de points fixes c'est itératif, hein, donc faites tourner la tour Eiffel, là aussi c'est compliqué. Alors, la tourner c'était dur, et faire tourner c'est dur aussi. Donc c'est un problème de taille. Alors petit sondage, y a-t-il de la publicité sur Google? Levez la main ceux qui pensent que oui. D'accord, 30%. Vous voyez, putain, je suis bon. Hein. Eh bien non.
Et maintenant, qu'est-ce que c'est Google? Ce n'est pas un moteur de recherche. Je suis content, hein. J'ai réussi mon coup parce que j'avais peur. Une régie publicitaire, la régie publicitaire de l'Internet, c'est Google. Google, ce n'est pas un moteur de recherche, c'est une régie publicitaire. Alors, je fais souvent la comparaison entre le moteur de recherche, le lien entre une régie publicitaire et un moteur de recherche. C'est pareil qu'entre un tokamak, vous savez, faire la fusion nucléaire, et puis l'accélérateur de particules qui met le feu aux poudres. Et bien, c'est pareil. Le moteur de recherche, c'est ce qui sert à initier la réaction nucléaire dans la régie publicitaire. Il faut du trafic pour qu'une régie publicitaire qui marche avec des enchères, il y ait des gens, des annonceurs qui viennent essayer de mettre leur annonce, qui se battent pour acheter les mots, et puis les gens, les sites qui se battent pour mettre les liens sponsorisés sur leur site. Donc, la plus grosse régie publicitaire de l'Internet, c'est Google. Et ce n'est plus qu'anecdotiquement un accélérateur de particules. Aujourd'hui, c'est un tokamak. D'accord ? Il faut bien comprendre cette différence-là. Donc, en fait, fondamentalement, un moteur de recherche aujourd'hui, comme Google, qui n'est pas un moteur de recherche mais une régie publicitaire, c'est la banque de l'Internet. En gros, ça permet de monétiser, de fluidifier les relations sociales dans le monde digital. Et bien évidemment, c'est vachement mieux quand on en a plusieurs. Donc, ce qui est très important, et pourquoi on parle de Yahoo et de Microsoft aujourd'hui, hein, qui sont deux autres régies publicitaires, et une régie publicitaire, ça a une propriété très, très dangereuse, c'est que c'est une sorte de monopole naturel. Plus c'est gros, plus ça rapporte d'argent, donc plus ça devient gros. L'ironie de l'histoire, c'est que en fait, Yahoo a le brevet sur les liens sponsorisés et a autorisé Google à l'utiliser, et s'est fait doubler par Google, parce que l'accélérateur de particules de Google étant meilleur que celui de Yahoo, eh ben, ils ont mis le feu au tokamak et pas Yahoo. Donc aujourd'hui, la question, Yahoo plus Microsoft, est-ce que ça va être Microsoft, ou qu'est-ce que ça va être, hein? Donc la logique de cette fusion, ça serait évidemment de prendre les deux tokamaks et en les mettant ensemble, espérant que ça va faire de la fusion. Mais la culture des deux sociétés étant ce qu'elle est, ça ne va pas être simple. Alors je vais rapidement passer sur les enjeux économiques, parce que le but c'était de vous montrer quand même comment ça marche, parce que ça on en parle dans la presse, mais en gros, le problème aujourd'hui des moteurs de recherche, c'est que c'est quand même c'est la grande distribution, c'est les Auchan et les Carrefour, etc., de l'économie numérique. Et que la concentration dans ce secteur-là, s'il y avait une seule centrale d'achat, celle de Carrefour, mettons en France, je ne sais pas bien comment survivraient les petits producteurs de saucissons dans l'ouest de la France. Donc c'est un vrai problème. Et en particulier, le droit que s'arrogent certains moteurs, comme par exemple Google, de punir les mauvaises pratiques de manipulation de son ranking. Par exemple, BMW a eu le malheur d'essayer d'optimiser son classement dans Google. Ben, Google a fait ni une ni deux. Ils l'ont blacklisté. Et les enjeux sociétaux, qui est quand même extrêmement important aussi, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois que vous faites une recherche sur un moteur de recherche, votre adresse IP, dont on a parlé tout à l'heure, est archivée avec la recherche. Alors l'adresse IP, c'est l'adresse de votre numéro dans la rue. Ça ne dit pas à quel étage vous habitez, ni même votre nom. Mais enfin, si on croise les différentes adresses et différents courriers que vous recevez, etc., on va bien finir par savoir qui vous êtes. Donc, en particulier, comme tout le monde, vous êtes un petit peu égotique et donc vous cherchez forcément votre nom sur Internet. Sauf si vous êtes Madame Michu. Non, même si vous êtes Madame Michu, vous avez une page et vous voulez absolument être vu. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui de concentration dans les mains de quelques sociétés, Google, Yahoo, Microsoft, etc., d'un nombre de données personnelles sur différents aspects de votre vie, pas seulement la recherche, mais le courrier électronique, l'achat en ligne, le paiement en ligne, etc., et surtout les moyens de croiser ces informations extrêmement simplement. Donc il y a un vrai problème. Donc là, ce n'est pas lui qui cherche, il se fait regarder par les autres, ce n'est pas du tout pareil. Et donc moi, en tant que consommateur, je vous dis qu'une chose, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.